on vient briser un silence. Parce que derrière l'explosion de la courbe des maladies chroniques et des cancers, il y a des vies et des familles. Et qui, en plus de souffrir dans leur chair, elles subissent un déni collectif autour de la contamination de notre environnement. Et pour elles, on doit continuer le combat. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Grands Débats. Pendant une heure, nous allons revenir sur un moment qui a marqué le débat en séance publique à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur l'adoption d'une proposition de loi pour lutter contre les PFAS, les substances per- et polyfluoroalkylées. On les appelle aussi les polluants éternels. Ils sont partout dans notre environnement. Ils polluent les sols, l'air que nous respirons, mais aussi l'eau que nous buvons. Est impossible de les arrêter, mais pas si vite. Le temps est venu d'agir. Ce 20 février, en séance publique, il y a une proposition de loi à l'ordre du jour du groupe écologiste et social. C'est la journée réservée à ce groupe. Une proposition de loi pour interdire l'usage de ces PFAS dans la plupart des textiles d'habillement, les chaussures. Le texte voté par les sénateurs arrive au bout de son chemin législatif. La proposition de loi est portée par Nicolas Thierry. Les PFAS, c'est son combat. Pense à ces habitants à qui l'on interdit désormais de consommer les œufs de leurs poules et les quelques légumes qui poussent dans leur potager et même parfois l'eau de leur robinet. Ce que je vous propose ce matin, c'est de leur apporter une première réponse en faisant de la France l'un des pays les mieux armés pour protéger sa population des risques liés à ces polluants éternels. Nous avons pour cela une opportunité historique, celle d'adopter à l'identique cette proposition de loi sur les PFAS votée en première lecture par l'Assemblée nationale et le Sénat. Pour amorcer nos débats, accordez-moi quelques instants pour revenir sur les principales caractéristiques de ces polluants éternels. Les PFAS sont une famille de substances chimiques inventées au XXe siècle par quelques industriels. Ce sont environ 12 000 composés, tous structurés autour d'une chaîne d'atomes de carbone et de fluor qui leur confèrent différentes propriétés. Les PFAS sont stables, sous de fortes chaleurs, imperméables, repoussent les graisses et ont des propriétés anti-taches ou anti-adhésives. Le revers de ces qualités est leur grande résistance au processus de dégradation dans l'environnement. Les PFAS s'infiltrent dans les milieux, si bien qu'il est impossible pour le vivant d'échapper à une exposition croissante. Or, une fois dans les organismes, le corps peine à s'en débarrasser, car leurs propriétés entravent l'action des enzymes qui devraient les dégrader. Cette exposition est préoccupante, car la littérature scientifique l'associe à de risques sérieux pour la santé, tels que l'altération de la fertilité, des maladies thyroïdiennes, des taux élevés de cholestérol, des lésions du foie, des cancers, une réponse réduite aux vaccins ou encore un faible poids à la naissance. Ce problème sanitaire est donc d'une gravité inédite, d'une portée comparable à celle des ravages du chlordécone ou de l'amiante. Ce constat étant posé, j'en viens à la proposition de loi qui nous occupe ce matin. Je veux d'abord rappeler ma démarche. Ce que je vous propose est d'adopter à l'identique le texte du Sénat. Peu nombreuses sont les propositions, particulièrement lorsqu'elles émanent des oppositions, à franchir les méandres de la navette parlementaire jusqu'à entrevoir l'éventualité d'une adoption définitive. C'est bien dans cette intention que je me présente à vous ce matin. Aussi, je souhaite remercier mes collègues du Sénat qui ont bien voulu considérer ce texte et l'adopter dans de brefs délais. Dans les deux chambres, ce texte a été adopté à l'unanimité. Je remercie aussi mes collègues de la Commission Développement durable qui ont voté la proposition sans modification la semaine dernière. Cette proposition, dont je suis l'auteur, a été amendée au cours de la discussion à l'Assemblée puis au Sénat. Et autant le dire en toute sincérité, le texte qui nous parvient n'est pas celui que j'ai déposé, ni ne correspond en tout point à l'ambition initiale que je souhaitais donner à cette loi. Néanmoins, conscient des équilibres de notre Assemblée, conscient aussi de l'urgence à agir, je souhaite son adoption définitive, car il porte des avancées majeures dont il serait impensable de se priver. J'en viens maintenant plus précisément au fond des mesures de ce texte. La première vise à limiter la pollution à la source, en prenant des restrictions dès 2026 sur des usages pour lesquels nous savons déjà faire autrement, les cosmétiques, les phares de ski, les vêtements ou encore les chaussures. Je vous propose ensuite d'agir en 2030 sur l'ensemble des produits textiles. Ce calendrier est complété par certaines exceptions dont le périmètre est bien encadré et dont la liste devra faire l'objet de décrets. Ces premières mesures apparaissent plus que jamais essentielles lorsqu'on sait que la procédure européenne de restriction des PFAS sera plus longue et plus incertaine que prévu. Adopter des premières restrictions au niveau national enverra sans aucun doute un signal d'ambition à nos partenaires européens. Et sur ce premier point, je veux en toute transparence évoquer le sujet des ustensiles de cuisine qui nous avaient divisés, vous vous en rappelez, en première lecture. Je reste convaincu que les ustensiles ne devraient pas contenir de PFAS car les alternatives existent.
Et sur ce sujet, vous le savez, je n'ai pas trouvé de majorité parlementaire, mais remporté, je le crois, une bataille culturelle. À défaut d'obtenir une norme, nous aurons mis la lumière sur un enjeu majeur. Et vous l'aurez compris, je ne réouvrirai pas volontairement le débat sur les ustensiles, car je sais qu'il condamnerait toute possibilité d'adoption définitive. La deuxième mesure du texte prévoit de contrôler la présence de PFAS dans l'eau potable pour une liste de substances plus large que celle prévue par le droit européen. Je souhaite par exemple que nous puissions rechercher le TFA, ce PFAS retrouvé massivement dans de nombreuses communes françaises. Cette disposition est assortie de la création d'une carte des sites à l'origine des pollutions au PFAS. Cette carte apportera une transparence bienvenue sur l'état de nos territoires. Je vous propose ensuite de doter la France d'une trajectoire de réduction des rejets aqueux de PFAS depuis les installations industrielles et d'établir un plan pour le financement de la dépollution des eaux potables. Et dans la continuité, je vous propose de faire contribuer financièrement les industriels à l'origine de la pollution, en vertu du principe pollueur-payeur. Cela prendra la forme d'une redevance assise sur les rejets de PFAS dans l'eau. Cette redevance est un premier levier pour anticiper le mur d'investissement à venir pour nos collectivités en matière de dépollution des eaux. Je suis heureux qu'elle ait rencontré un soutien à l'Assemblée puis au Sénat, particulièrement averti aux contraintes qui pèseront bientôt sur nos collectivités. Et la dernière mesure vient garantir une information transparente sur les analyses de l'eau potable en matière de pollution au PFAS. Le Sénat a souhaité préciser que ces analyses cibleraient aussi les eaux en bouteille. Et de toute évidence, l'actualité donne toute sa pertinence à cette précision. J'en termine ici pour la présentation du texte, mais en guise de conclusion, je veux rappeler l'opportunité ce matin de voter une loi qui fera date dans la lutte contre les toxiques qui empoisonnent nos vies. L'enjeu est simple, adopter sans modification cette proposition de loi. Et je sais que nous sommes observés, et j'espère surtout que nous saurons être à la hauteur. Et sur ces sujets, ne l'oubliez pas, chaque année perdue se compte hélas en vie humaine. La proposition de loi des députés écologistes a le soutien de la ministre de la Transition écologique, avec quelques réserves. Pour Agnès Pannier-Runacher, si certains PFAS sont dangereux, d'autres, en revanche, sont considérés comme à faible impact. Ce n'est ni tout blanc ni tout noir, explique la ministre à la tribune. De quoi parle-t-on exactement? Des PFAS, des substances chimiques utilisées par des industriels depuis les années 50, dont les propriétés sont mises à profit dans de nombreux produits de la vie courante. Dans notre salle de bain, dans nos appareils électroniques, dans nos réfrigérateurs, dans nos installations électriques. Suite à ma nomination en tant que ministre de la Transition écologique en septembre dernier, j'ai immédiatement souhaité m'emparer de ce sujet en m'inscrivant dans le prolongement du travail mené par mon prédécesseur et dont je tiens à saluer l'engagement, Christophe Béchu. Avec toujours la même ligne de conduite, écouter la science et un seul objectif, protéger notre population. La science d'abord. Que sait-on aujourd'hui? Que le nombre de PFAS est estimé entre 5 000 et 12 000 pour des usages variés et avec des risques divers. Les PFAS se caractérisent par des propriétés de résistance remarquables. C'est la raison pour laquelle elles sont utilisées pour fabriquer les tenues protégeant nos pompiers ou les ouvriers de l'industrie lourde. Qu'elles sont utilisées aussi pour produire des mousses permettant d'éteindre les incendies, pour protéger les réservoirs d'avions ou encore pour assurer l'étanchéité des pompes des installations nucléaires. Cette grande résistance à des phénomènes extrêmes explique que ces composés se dégradent très peu. Ils sont, vous le savez, très persistants dans l'environnement, d'où l'usage du terme polluant éternel utilisé pour les décrire. Au sein des PFAS, les propriétés de certaines molécules sont déjà connues et les connaissances disponibles ont permis la mise en œuvre de mesures réglementaires visant à prévenir les éventuels risques associés à leur usage, voire à les interdire lorsque les risques étaient avérés. Mais pour beaucoup d'entre elles, notamment les monomères, les connaissances sont parcellaires. On sait qu'elles peuvent contaminer l'eau et le sol et contribuer à la survenue de maladies, notamment les cancers. Inversement, nous savons que d'autres PFAS ont ce que les scientifiques appellent un impact limité. Cela signifie que nous avons un double combat à mener. Nous devons renforcer nos connaissances scientifiques et opérationnelles et nous devons trouver des solutions de substitution là où elles sont nécessaires sans tomber dans une condamnation générale des PFAS. Pour améliorer nos connaissances, un travail a déjà été engagé. Dès juillet 2023, la Première ministre Elisabeth Borne a missionné votre collègue, le docteur Cyril Isaac Sibyl, afin de réaliser un diagnostic de la situation des PFAS en France et formuler des recommandations. Sur la base de ce travail, un premier plan d'action a été élaboré en 2023, ensuite complété par un deuxième l'an dernier. Il a été co-construit par mon prédécesseur Christophe Béchu et par le ministre en charge de l'industrie d'alors, Roland Lescure.
Ce plan, ce sont 55 actions précises, ambitieuses, dont déjà 2/3 sont derrière nous. Ce plan a permis d'enrichir nos connaissances, de mener des actions ciblées et d'aboutir à des résultats concrets. Prenons l'exemple d'un des principaux enjeux qui se posait, l'évaluation des PFAS rejetés dans l'eau par les différents industriels. Nous avons demandé à plus de 2900 sites industriels et usines de réaliser des mesures de concentration en PFAS de leurs rejets dans l'eau. Il en est ressorti que le TFA représente 95% des rejets de ces sites industriels et que ces rejets se concentrent sur 200 sites. Nous savons donc où il faut agir et c'est ce que nous faisons. Nous avons prescrit à 200 sites des obligations de réduction de leurs rejets de PFAS qui représentent 99% des rejets industriels de PFAS dans l'eau identifiée à ce jour. C'est massif. C'est un exemple très concret de ce qui doit être notre méthode. Ne pas sous-estimer le problème, évaluer scientifiquement, puis agir avec résolution. Et tout cela en pleine transparence avec nos concitoyens, car les résultats de mesures dont je vous parle sont tous disponibles sur les sites internet de mes services en région, les DREAL. Je souhaite que nous allions plus loin. C'est pourquoi, avec l'appui du BRGM, je mettrai en ligne d'ici l'été des cartes recensant les sites qui produisent, utilisent ou rejettent des PFAS, soit plus de 1,8 million de données d'analyse sur ce sujet qui seront régulièrement actualisées. Tout cela sera accessible pour nos concitoyens. Deuxième enjeu crucial qui préoccupe de nombreux Français, la qualité de l'eau. J'ai demandé à l'ANSES de lancer une campagne exploratoire pour mesurer le niveau de PFAS dans l'eau que nous buvons. 34 PFAS seront recherchés sur plusieurs centaines d'échantillons. Cette étude complétera le travail déjà réalisé par l'entreprise Veolia qui a analysé la présence éventuelle de PFAS en sortie de ses unités de production, soit l'eau que boivent 20 millions de Français. Il en est ressorti que plus de 99% des échantillons respectaient les normes en matière de PFAS. Cela ne veut bien sûr pas dire que tout va bien. Et je suis consciente qu'il existe des points de captage d'eau potable contaminés par les PFAS et qu'il faut agir sur cela. Mais cela permet de mettre en perspective avec rigueur les risques dont nous parlons. Troisième enjeu crucial, l'interdiction de produits dont les risques sont prouvés pour notre santé ou pour l'environnement. Sur ce point, vous le savez, l'Europe a prononcé un certain nombre d'interdictions de PFAS dangereuses. Il s'agit par exemple du PFOS et du PFOA. La France a par ailleurs obtenu d'interdire l'utilisation des PFAS dans les emballages alimentaires à partir d'août 2026. Le gouvernement s'était engagé à porter cette mesure. Les eurodéputés du groupe Renaissance se sont mobilisés. La promesse est tenue. Mesdames et messieurs les députés, vous le savez, sur l'enjeu des PFAS, ce gouvernement, comme les précédents, n'a pas fui ses responsabilités. Nous avons agi pour améliorer nos connaissances, évaluer les risques pour nos concitoyens et continuons à agir au niveau local, national et européen, notamment dans le cadre de la révision de la réglementation REACH. Voilà pourquoi, en responsabilité et en cohérence, le gouvernement soutiendra cette proposition de loi que vous portez, monsieur le député Thierry. C'est ce qu'attendent nos concitoyens. Nous mettre d'accord ensemble, de manière transpartisane, lorsqu'il s'agit d'améliorer le quotidien des Françaises et des Français. Et nous soutiendrons ce texte car il s'inscrit dans le prolongement de notre action constante depuis plusieurs années et qu'il permet d'inscrire dans la loi une exigence collective de lutte contre les PFAS. Toutefois, et je le dis d'emblée, si nous voulons que notre action soit efficace, nous devrons continuer à travailler avec les scientifiques et les industriels. Nous devrons continuer de tenir un discours de vérité, reconnaître que ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a des milliers de PFAS, certains sont bien connus, d'autres moins, certains sont dangereux, d'autres sont considérés comme à faible impact. Mesdames et messieurs les députés, vous avez été également quelques-uns à être interpellés sur la situation d'entreprises qui utilisent des PFAS pour leur activité. En tant qu'ancienne ministre de l'Industrie, je vous le dis, nous devons nous en tenir à la science, aux faits, et être vigilants sur les risques qui pourraient émerger, mais proportionner sur leur réalité les mesures à prendre pour s'en protéger. Ce texte permettra ainsi, si vous l'adoptez, de mettre en place une nouvelle composante aux redevances des agences de l'eau sur les PFAS pour financer des dispositifs de filtration des points de captage d'eau potable. Un texte qui permettra aussi d'interdire les PFAS dans les produits cosmétiques, le fart ou les produits textiles. Deux dispositions auxquelles le gouvernement est favorable. La qualité de vos débats et la quasi-unanimité des votes en commission des DAT témoignent de votre mobilisation et de votre responsabilité collective sur le sujet, après le travail qui a été mené en première lecture ici à l'Assemblée nationale et en première lecture au Sénat.
Alors ce texte-là est aussi soutenu sur une majorité de bancs de l'Assemblée nationale, à droite comme à gauche de l'hémicycle. On estime que le temps est venu pour le législateur de prendre des mesures pour protéger le citoyen face à l'invasion de ces PFAS, ces composants chimiques omniprésents dans le quotidien des Français. J'appelle maintenant dans le texte de la Commission les articles de la proposition de loi sur lesquels les deux assemblées n'ont pu parvenir à un texte identique. Nous commençons par l'article 1er. Sont inscrits sur cet article tout d'abord Monsieur Cyril Isaac Sibyl. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Donc, cet article 1er est important dans le sens où il interdit les PFAS dans certains usages. Et c'est ce que j'appelle effectivement, dans mon rapport, c'est ce que j'appelle effectivement les PFAS futiles. Effectivement, on peut très bien se passer de fart, on peut très bien se passer de PFAS dans les textiles, on peut très bien se passer de PFAS dans les cosmétiques. Ce qui est important, c'est surtout, à mon avis, c'est le message qu'on envoie aux industriels. Les industriels, lorsque j'ai auditionné, quelque part, ils sont tous, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils sont tous prêts. Le message, aujourd'hui, c'est important, parce que cette PPL permet d'envoyer ce message aux industriels en disant, écoutez, les PFAS, maintenant, c'est pris en considération, et notamment par notre Assemblée, et modifier effectivement vos processus pour vous passer des PFAS, on peut se passer des PFAS. Donc toute la question là, ce premier article traite des PFAS futiles. On sait que, comme il était rappelé dans la discussion générale, il y a des PFAS qui sont essentiels, notamment pour la santé, notamment pour la transition énergétique. Ceux-là, effectivement, il faudra les préserver et les contrôler. Après tout le reste, c'est moi, ce qui m'a surpris, c'est lorsque j'ai interrogé effectivement l'industrie des cosmétiques, ils m'ont dit, mais pour nous, c'est pas un sujet. Alors qu'on sait qu'outre-Atlantique, ils avaient été attaqués en justice pour mettre des PFAS dans les cosmétiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris le message qu'on envoyait et maintenant ils ont reformulé leurs produits pour éviter les PFAS. Donc cet article est important pour le message qu'on envoie aux industriels. Je vous remercie. Merci. Madame Riotton, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, nous examinons aujourd'hui ce texte essentiel qui est porté par l'objectif commun de protéger notre population contre les risques sanitaires qui sont liés au PFAS. Et à travers ce texte, nos deux assemblées ont reconnu évidemment la nécessité d'agir. Nous prenons au sérieux ce sujet pour notre santé et notre environnement. On sait que dès 2026, nous pourrons interdire les PFAS dans les cosmétiques, les fards, les textiles et les chaussures. Concernant les interdictions complètes, nous y sommes évidemment favorables si un produit de remplacement est possible. Ça permet d'engager une transition positive et il faudra attendre 2030 pour que tous les textiles concernant les PFAS soient interdits. Maintenant, il me paraît important de clarifier la classification des PFAS. On sait qu'il y a 4 sous-familles qui sont proposées par l'OCDE, les non-polymères, les polymères à chaîne latérale et les perfluo-éthers. Les 3 premiers sont réputés dangereux. Les fluoropolymères, eux, sont réputés sûrs. C'est ce que nous indiquaient les éléments dans sa stabilité, sa sécurité, qui ont été confirmés, ce qui n'est évidemment pas le cas de l'ensemble des PFAS. C'est là que le sujet concernant nos industriels est important. Il est important que les études qui sont menées au niveau européen soient prises en charge molécule par molécule et dans l'intervalle d'accompagner nos industriels qui ne restent pas les bras croisés. Ils travaillent sur l'évolution des produits, ils travaillent sur les remplacements et pour ça, à la fois l'État et les collectivités doivent pouvoir accompagner. C'est un texte qui est attendu pour les Hauts-Savoyards, tant par nos concitoyens qui constitue pour moi ce texte est un compromis équilibré et qui satisfait les parties prenantes, fruit d'un travail qui est transpartisan et qui permet à la France de devenir l'un des pionniers en Europe en la matière. Je vous remercie. Merci Madame Riotton. Monsieur Fabien Di Filippo. Alors, contrairement à la version initialement présentée en février 2024, la proposition de loi n'interdit pas la présence de PFAS dans les ustensiles de cuisine. Le rapporteur Nicolas Thierry assume, comme son groupe, d'avoir accepté une version de compromis pour faire avancer la lutte contre les PFAS. Résultat, la gauche de l'hémicycle affiche une certaine déception, évoquant un texte amoindri qui n'est qu'une étape symbolique. En revanche, à droite, on s'interroge sur l'application d'une telle loi. Les rappels au règlement et les échanges de politesse se multiplient dans l'hémicycle.
Dans l'écriture de ce texte, le premier, c'est l'échelon, l'appliquer uniquement à l'échelon national, alors qu'il y a des tentatives qui sont faites au niveau européen. On sent tout de suite, effectivement, eh bien, alors nous qui vivons près des frontières, mais c'est vrai, je pense pour l'ensemble des régions partout en France, que ce n'est pas forcément l'échelle la plus pertinente quand on est sur un marché commun comme le marché européen. Ce n'est peut-être pas la bonne échelle d'interdiction. Et je reviens juste sur les questions soulevées par les importations, parce que le texte prévoit, et on aura sans doute dans les heures qui viennent l'occasion d'en reparler, j'espère, plus profondément, parce que c'est très important quand on a l'ambition de protéger les gens des PFAS. On dit qu'il y aura des contrôles sur les importations. Le texte prévoit de l'interdire également sur les importations. Savez-vous quels sont aujourd'hui réellement nos moyens de contrôle aux frontières sur ce type de produit? C'est la question à laquelle j'aimerais bien qu'on puisse répondre. Merci de conclure, chers collègues. Merci. Juvin, vous avez souhaité prendre la parole. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, une des questions de ce texte qui pose problème, c'est que ce texte fait un amalgame entre des choses qui n'ont rien à voir. Il y a des PFAS qui sont évidemment, personne ne le conteste, authentiquement dangereux pour la santé, les PFAS à chaîne courte ou moyenne en particulier, mais il y a des PFAS qui sont inoffensifs, qui sont des molécules inertes, en particulier ceux à très longue chaîne qui ne franchissent pas les barrières biologiques. Et cette loi, elle ne fait pas la distinction. Et c'est un vrai sujet de ce texte qui va interdire tout un tas de produits, certes très dangereux pour certains, mais inoffensifs pour d'autres. Deuxièmement, on dit souvent c'est l'amiante. C'est l'amiante. Non, c'est pas l'amiante. L'amiante, c'est toxique dès le premier filet d'amiante. Les PFAS, certains PFAS, pas tous, il y a des doses toxiques. Et ça doit être pris en compte. Enfin, et je finis, Monsieur le Président, sur les exportations, enfin, pardon, soyons sérieux, la capacité de contrôler les millions de paquets qui arrivent chez chaque Français, en particulier de fournisseurs chinois de textiles, c'est impossible. Vous ne pouvez pas ouvrir les paquets qui arrivent à domicile. On sait que ça ne sera pas fait. Donc on peut dire qu'on va contrôler les importations, sauf qu'on sait qu'on ne peut pas le faire. Merci, Monsieur Juvin. Monsieur Isaac Sibyl. Et puis nous passerons au vote ensuite. Merci, Monsieur le Président. C'est important qu'on parle des PFAS dans cette Assemblée. Mais ce problème, il n'est pas franco-français. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au niveau de l'Europe, beaucoup de pays se sont déjà saisis du sujet. Au niveau mondial, les États-Unis sont en avance sur nous. Donc, quelque part, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une prise de conscience de l'ensemble de la planète et cette prise de conscience est en train de se faire. Et c'est bien que cette PPL accompagne cette prise de conscience. Et pour préciser par rapport à mon collègue Juvin, non, c'est les PFAS à chaîne longue de carbone qui sont dangereux. Et c'est ceux-là, PFAS, qui sont interdits. On connaît leur dangerosité. Ce qu'on connaît moins, c'est la dangerosité des PFAS à faible chaîne de carbone. Je vous remercie. Et Madame Stambach-Ternoire, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc là, effectivement, nous avons un amendement absolument crucial, puisqu'il s'agit de déplacer certains mots dans la phrase pour la rendre, je cite, plus fluide. Il y en a d'autres amendements qui arrivent pour alléger les formulations, pour ajouter un petit « et » absolument nécessaire. Il y a même des amendements qui font semblant d'être mieux disants. Et je voulais juste prendre la parole pour que ceux qui nous écoutent comprennent ce que sont en train de faire là certains collègues à droite. En fait, leur objectif, c'est d'obtenir une modification, même absolument ridicule, on l'a compris, de ce texte, parce que du coup, ça l'obligerait à retourner au Sénat pour y être à nouveau discuté avant de revenir à l'Assemblée nationale, peut-être quand, on ne sait pas. Bref, il s'agit de gagner du temps, c'est le fameux courage fuyons, gagner du temps donc et ne surtout rien acter aujourd'hui qui contraindrait l'industrie et qui protégerait notre ressource en eau, par exemple, notre santé d'une manière générale. Il s'agit de gagner du temps pour des intérêts privés, industriels et financiers au mépris de la santé de tous et c'est inacceptable. Merci Madame Stambach-Ternoire. Monsieur Di Filippo, pour un rappel au règlement, sur quelle base, s'il vous plaît? Sur la base de l'article 70, Président, on débat tranquillement et sur le fond. Et j'aimerais éviter, sur la forme aussi, mais c'est très important pour un texte de loi, vous avez raison. Et j'aimerais qu'on évite les anathèmes. Honnêtement, il y a 10 amendements en ce qui me concerne. Vous pensez vraiment qu'on essaye de gagner du temps? Je viens de vous répondre avant. Je vous remercie, Monsieur Di Filippo. Le rappel au règlement est effectué. Un rappel au règlement, Monsieur Morin.
Monsieur le Président, rappel au règlement sur la base de l'article 100 sur la bonne tenue de nos débats. En effet, je rejoins, pas d'invective personnelle. Il me semble qu'une navette parlementaire, elle existe dans la Constitution. Et si vous voulez, c'est pas une question de tactique. Nous, on veut débattre, si vous voulez. Donc ne nous accusez pas de vouloir faire traîner les débats. Ne nous accusez pas de vouloir faire traîner les débats. Ce qu'on veut, c'est débattre. Et si... Merci, Monsieur Meurant. Nous passons maintenant au vote de l'amendement numéro 1, qui a reçu un avis défavorable et du gouvernement et de Madame la Ministre, qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Madame la Ministre m'avait interpellé sur son passé dans l'industrie. Je ne sais pas si elle a dirigé elle-même des petites entreprises industrielles ou des entreprises industrielles sur les territoires. Pour moi, c'est toujours le cas. Je suis député entrepreneur et je vois la difficulté de toutes ces lois et toutes ces normes. Donc, Madame la Ministre, très bien que vous ayez été dans l'industrie, mais je ne sais pas si c'était dans la petite et moyenne industrie. Monsieur Philippot, dit Philippot, vous nous avez fait part des lobbyistes. Ils ne vous ont pas appelé. C'est bien triste. Ceci étant, ça laisse planer quand même un certain doute sur l'intégrité de cette assemblée qui aurait été, on va dire, vue par les lobbyistes. Donc je suis un peu désolé sur cette prise de position vous concernant. Enfin, sur l'amendement lui-même. Sur l'amendement lui-même, on a plusieurs dates. 2028, 2026, 2030, on s'y perd. Il faut faire simple. Les entrepreneurs disent en général, si vous voulez nous aider à l'Assemblée nationale, changez rien. Parce que vous passez votre temps à tout changer, résultat, on ne s'y retrouve pas. Alors, je propose, et nous proposons à l'UDR de ne plus qu'avoir qu'une seule date, la date de 2030, qui permettra aux entrepreneurs et aux industriels de prendre le temps pour amener vers l'évolution que nous souhaitons. Donc, une seule date, 2030. Je vous réponds très rapidement. Je ne rappelle pas le contexte dans lequel nous sommes et le danger sanitaire auquel nous faisons face. Et je suis quand même surpris de quelque chose parce que, effectivement, vous prenez la parole pour les industriels, mais sachez, et vous le savez, que l'Union des industries textiles a informé les sénateurs et moi-même qu'ils plaidaient pour une adoption conforme du texte. Pareil pour les cosmétiques, pareil pour les fardes de ski. Donc, en fait, vous êtes plus maximaliste que les industriels. Ça, c'est déjà surprenant. Et j'ai envie de vous dire, ce qui me surprend encore plus, c'est qu'on a les alertes scientifiques, on a une immense attente citoyenne, on a des industriels concernés par la PPL en accord avec une adoption conforme du texte, et ça ne vous suffit pas. Monsieur Casda, vous avez la parole, je vous en prie, pas de prise à partie, s'il vous plaît. À la bêtise futile de notre collègue Clouet, qui aurait mieux fait de se taire comme il en est d'usage. Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, non. Un amendement, deux amendements d'ailleurs, qui montre une nouvelle fois l'incohérence de vos propos au Rassemblement national. Parce qu'on a eu un grand plaidoyer sur une date unique à 2030 et on est en discussion unique avec un autre amendement d'un collègue du Rassemblement national pour partir sur 2028. Donc rien que sur ce titre-là, c'est absolument incohérent. Ensuite, et je reprends l'argument du rapporteur parce que je pense qu'il est parfaitement juste et cohérent, les industriels concernés par cette loi sont d'accord avec cette loi. Et donc là, vous êtes en train de nous expliquer que vous êtes plus représentant de l'industrie des cosmétiques que l'industrie des cosmétiques, que vous êtes plus représentant de l'industrie du textile que l'industrie du textile. C'est parfaitement absurde. Et j'ai l'impression de revenir sur le débat tout aussi polémique des voitures électriques. Vous êtes en train de nous expliquer qu'il ne faut pas aller à une interdiction à 2035 parce que les constructeurs n'auraient pas le temps de le faire, alors que les constructeurs sont eux-mêmes d'accord pour cette interdiction en 2035. Bon. Donc, vous êtes sur ce texte dans une incohérence totale dans votre défense de la ligne des industries. Et ce texte-là, c'est sa deuxième lecture ici à l'Assemblée nationale. Il a fait l'objet d'un certain nombre de consensus. Il y avait notamment, et le rapporteur Thierry s'en rappelle, des discussions assez mouvementées, notamment sur les poêles, sur le téflon, sur les casseroles. On a eu de nombreux échanges à ce sujet-là, qu'on a sorti de ce texte-là, parce que là, pour le coup, nous avions des industriels qui n'étaient pas prêts, qui n'étaient pas totalement en phase avec cette interdiction-là, et donc on les a retirés du texte. On a aujourd'hui un texte de bon sens qui va dans le droit chemin, qui a été largement adopté au Sénat, et notamment par les sénateurs du groupe Les Républicains. Il serait tout à fait légitime de les adopter et de l'adopter de manière conforme sur ces amendements ridicules. Monsieur Diff. Cette dernière intervention, j'espère, aura montré aux collègues, notamment à Monsieur Clouet, qu'il ne faut pas juger trop vite. Je regrette les propos du précédent.
Je regrette les propos du précédent collègue. Quand je disais « je n'ai pas été contacté par un lobby », c'était pour devancer certains procès. Parce que, vous savez, ce débat-là, ce n'est pas celui des lobbyistes. Personne ne peut prétendre parler ni au nom des victimes, ni au nom des industries. Tout le monde est député de la nation. Pourquoi? Si vous prenez l'exemple des industries, quand vous dites « certaines s'en félicitent », bien entendu, d'une date avancée. Pourquoi? Parce que la cosmétique, ce n'est pas l'industrie des poêles en téflon, ce n'est pas le textile, et donc tout le monde a un intérêt différent par rapport à ce texte-là. Et ce qu'on essaye de faire ressortir de nos débats, c'est l'intérêt général. Et je vous en ai fait la démonstration tout à l'heure, que ça dure jusqu'à 12 heures au lieu de 13 heures, que ce soit voté aujourd'hui ou que ça revienne dans un mois, ça ne changera rien du tout à la date d'application. Donc ne faites pas le procès aux gens d'essayer de gagner du temps. Essayez comme nous d'être sur un débat de fond. Maintenant, je repose 2 questions et j'espère, Madame la rapporteure, qu'elles vous tiennent à cœur autant qu'à moi. On aimerait avoir des réponses dessus. Le docteur Philippe Juvin a dit qu'il y avait différents types de molécules et que la dangerosité pouvait varier. Excusez-moi, chers collègues. Et la deuxième question, quels sont les moyens de contrôle effectifs aux frontières sur les produits importés qui contiendraient des PFAS? On aimerait bien avoir des réponses très précises. Personne ici, forcément, n'est chimiste spécialiste de la question, pour pouvoir nous prononcer en toute connaissance de cause. C'est ça qui me paraît vraiment important à ce stade de la discussion. Et encore une fois, sans se crier dessus, ni jeter sur la nation, sur qui que ce soit, mais pour avoir un débat de fond. Madame la ministre, vous souhaitez prendre la parole? Très rapidement, et pour éviter que la question ne soit reposée dans les 2 minutes qui suivent, je le redis, sans cette loi, il n'y a pas de possibilité de contrôle. Avec cette loi, il y en a une. Donc évidemment, sur les produits importés, donc ça c'est première réponse, c'est que nécessairement on augmente le niveau de contrôle, quelles que soient les forces pour contrôler. Deuxièmement, je l'ai déjà dit, mais je le répète, il s'agit bien des douanes, de la DGCCRF et des DREAL, donc des services du ministère de la Transition écologique qui peuvent contrôler. Et troisièmement, vous m'interrogez sur la question des molécules qui sont dangereuses versus celles qui ne sont pas dangereuses. Je crois que mon propos liminaire était très clair en la matière et je salue les compétences médicales du député Juvin. Effectivement, il y a des molécules qui ont été interdites parce que leur dangerosité a été prouvée, des molécules pour lesquelles il est avéré qu'elles sont ce qu'on appelle low concern, c'est-à-dire à faible impact, et un certain nombre de molécules sur lesquelles il y a des interrogations, et on sait que les monomères passent les barrières des cellules, et donc c'est les plus petites chaînes, et c'est probablement les plus problématiques. Et là, on a une certaine forme d'incertitude sur le type d'impact que l'on peut avoir, et les études scientifiques se poursuivent. Chose plutôt rare, dans un hémicycle sans majorité claire, le texte est accueilli favorablement par une majorité des bancs de l'hémicycle. Un consensus, mais pas d'unanimité. Les députés du Rassemblement national sont contre l'interdiction des PFAS. 2 arguments. Ils estiment qu'il est impossible de contrôler la présence de ces PFAS dans les produits importés et qu'une telle décision aurait des conséquences sur l'emploi et la souveraineté. Argument partagé par les élus du groupe d'Éric Ciotti. Résultat des courses dans l'hémicycle. Les débats sont très vifs. La grande hypocrisie de ce texte, c'est qu'on va interdire chez nous ce qu'on va continuer à importer avec des normes sociales, environnementales beaucoup moins disantes par rapport à notre pays. Et en effet, c'est le ministre Lescure qui le disait notamment en première lecture, les moyens de contrôle aux importations sont inexistants. Donc cette grande hypocrisie va être probablement un des moments majeurs de notre débat aujourd'hui. Par ailleurs, évidemment que nous sommes sensibles à la question de la santé publique et à la pollution au PFAS. Mais cette loi, elle a un défaut, c'est qu'elle va avoir la particularité de toucher de façon transversale quasiment la totalité de l'industrie française. Et il ne s'agit pas de débat lobby contre lobby, parce que vous aussi, vous discutez avec des lobbies, tout part d'une étude de Génération Future qui est un lobby écologiste, donc il ne s'agit pas de parler de lobby et de jeter le trouble sur les contacts qu'on peut avoir avec les industriels qui viennent évidemment se défendre et nous expliquer le quotidien qui sera le leur dans le cadre d'une telle loi. Cette loi, elle va être adoptée de façon beaucoup trop précipitée. Et moi, je conjure les collègues de voter l'amendement qui repousse à minima à 2028 l'application de cette loi.
parce que dans 6 mois, les industriels vont être obligés de s'adapter à une loi qui est beaucoup plus importante que ce qu'on croit en réalité en termes d'impact. Et monsieur le rapporteur, vous avez dit à plusieurs reprises, vous avez dit qu'en fait cette loi n'est qu'une étape. Donc on voit où vous voulez aller. Et en fait les industriels, au-delà de cette loi simplement, c'est simplement qu'ils anticipent déjà le fait qu'il y aura des lois encore plus contraignantes plus tard. Ils le savent, puisque c'est un peu votre objectif, vous l'avez dit. Donc c'est évidemment un frein à l'initiative privée en France, à l'activité économique. Et donc cette loi est un très mauvais signal pour notre activité économique. Nous aurons l'occasion d'en débattre. Il faut absolument voter l'amendement qui repousse à minima à 2028 l'application de cette loi. Merci, chers collègues. Monsieur Di Filippo pour un rappel au règlement. Sur le fondement de quel article ? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Un rappel au règlement sur la base de l'article 100, c'est celui qui concerne l'examen des amendements. Moi, je vois de part et d'autre, même si ça semble s'agiter un peu, beaucoup de bonne volonté pour discuter sur le fond des choses. Il y a un certain nombre d'amendements, Président, qui sont tombés ce matin, visiblement sur la base de l'article 45. Moi, j'avais des amendements qui demandaient justement des choses importantes sur les conséquences industrielles de cette mesure, sur les conséquences sanitaires également. Je ne pense pas que qui que ce soit ici puisse y être fondamentalement opposé, qu'on poursuive. Vous dites c'est une première étape, etc. On dit il y a certaines études, d'autres sont encore en cours. On a des avis qui viennent du milieu médical sur le fait que les molécules... laissez-moi expliquer. Pourquoi je conteste le rejet, l'irrecevabilité de ces amendements. J'explique juste ça. Je ne vois pas quel est votre problème. Et donc j'aimerais bien savoir pourquoi ils ont été rejetés. Effectivement, il y a eu une sélection qui s'est faite parce qu'ils sont tout à fait en lien avec... au titre de l'entonnoir. Et donc, c'est dans le cadre des lectures successives que ces amendements n'ont pas été retenus. Nous passons à l'examen de l'amendement 33 de M. Voss. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Nous sommes tous d'accord pour nous assurer que les PFAS n'aient pas d'effet indésirable sur la santé humaine. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est hurler avec les loups pour pleurer ensuite sur le lait renversé. Sur le plan factuel, il faut se garder. Aucune étude sérieuse n'est aujourd'hui publiée pour statuer sur la dangerosité de ces produits. Madame la ministre l'a d'ailleurs souligné en parlant de renforcer nos connaissances sur ces substances. Cette absence de données exactes permet donc aux tenants de cette proposition de loi de mélanger tous les PFAS en les qualifiant de tous dangereux. En réalité, certains d'entre eux, dans certaines utilisations, pourraient être dangereux pour la santé humaine, d'autres produits ou d'autres usages ne le seraient pas. Le problème de cette proposition, c'est qu'elle ne vise pas un objectif de santé publique, mais une satisfaction idéologique. Elle échouera à proposer quoi que ce soit. D'abord parce que l'interdiction, en voulant éliminer un risque, en crée d'autres, pour les joints résistants à la chaleur dans l'aéronautique, jusqu'aux protections contre les pesticides pour les agriculteurs. Tout cela contient des PFAS. Ensuite, sur un plan juridique, et j'attire votre attention, chers collègues, nous serons contraints juridiquement de laisser venir des marchandises contenant ces substances venues du monde entier, et votre loi n'y changera rien. C'est ici le principe de libre circulation des marchandises qui est en cause. Je vous rappelle le traité de l'Union européenne, article 34, qui stipule que les restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation sont interdites entre les États membres. Le droit européen de la concurrence, en deuxième lieu, l'article 326, qui interdit les entraves, les discriminations aux échanges et les distorsions de concurrence entre ceux-ci. Cette interdiction irait donc à l'encontre des règles de l'OMC également, qui exigent des restrictions commerciales justifiées scientifiquement et appliquées de manière équitable. Il fallait donc nous dire que les écologistes étaient donc pour la sortie des traités de l'Union européenne. Il n'y a pas que les traités, il y a la Constitution également. La liberté d'entreprendre commande que les interdictions doivent être parfaitement ciblées en prévoyant les dispositions législatives transitoires. Député, vous proposez en fait de supprimer l'essentiel de l'article 1er. Vous comprendrez que j'y suis fermement opposé et je vais revenir sur 3 points que vous avez évoqués. Le premier, c'est la question du droit international et européen. En effet, ces derniers règlements restreignent l'usage d'un très petit nombre de PFAS. Et ce que propose cette PPL, c'est d'intervenir sur des usages très précis, et je le reprécise, pour lesquels il existe des alternatives. Ce qui rend caduque votre argument sur l'élargissement du champ d'application que vous évoquez d'ailleurs dans l'exposé sommaire. Le deuxième point,
Il suffit de lire, monsieur le député. Deuxième point, il est inexact, et là je réponds d'ailleurs aux autres collègues également, de dire que la France ne pourra pas contrôler les importations de produits qui contiennent des PFAS. La DGCCRF est tout à fait compétente pour le faire. Elle l'a déjà montré auparavant de manière très efficace, et je vais donner 2 exemples très précis. Elle l'a fait sur des sujets tout aussi compliqués, par exemple le bisphénol A ou par exemple le dioxyde de titane qui était le E171 dans les denrées alimentaires, et elle l'a très bien fait. Vous n'avez peut-être pas confiance dans l'administration française, moi si. Troisième point, sur la conformité du droit international. Vous faites une erreur, monsieur le député, parce qu'il y a des motifs de santé publique et de protection de l'environnement qui justifient des aménagements aux règles de libre circulation. Et je rappellerai que des mesures équivalentes, justement sur les PFAS, sont en train d'être prises et vont être prises au Danemark, comme on est en train de le faire ici. Donc pour toutes ces raisons, mon avis est défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre, l'avis du gouvernement. C'est également un avis défavorable. Je précise qu'évidemment, nous avons travaillé dans la préparation de l'examen de cette proposition de loi avec les industriels français, parce que précisément, eux sont en avance dans les usages dont on parle pour enlever les PFAS. Je citais tout à l'heure la filière cosmétique. Comme vous le savez, Cosmed a indiqué qu'ils allaient retirer les PFAS, parce que c'est aussi, je le rappelle, un argument tout simplement vis-à-vis de leurs clients. C'est un argument vis-à-vis de leurs clients. C'est une façon aussi d'avoir un avantage compétitif. Attention à ne pas être très caricatural sur l'industrie. Moi, vous savez, j'y ai travaillé et je sais combien on peut aussi utiliser des arguments de qualité des produits. Je crois que c'est quelque chose que vous revendiquez souvent, de dire notre industrie est dans l'excellence. Eh bien, montrons-le. Si vous êtes inquiet sur les contrôles, l'avantage, c'est qu'avoir une industrie française qui n'a pas de problème en mettant sur le marché ses produits et contrôler avec les douanes, avec la DGCCRF, les DREAL aussi peuvent contrôler, eh bien c'est quelque part protéger les Français, protéger notre industrie. Ces PFAS, issus de l'industrie chimique, un autre homme les a combattus. Il s'agit de Cyril Isaac-Sibille. Le député avait été missionné par l'ex-première ministre Elisabeth Borne pour rendre un diagnostic complet au gouvernement sur ces polluants éternels. Eh bien, dans l'hémicycle, il attire l'attention sur le rejet de ces PFAS. Savez-vous que l'on retrouve chaque jour 54 tonnes de PFAS dans l'eau que l'on boit? L'élu du Rhône, dont la circonscription est située dans la vallée de la Chimie, connaît bien le dossier. Extrait de séance. Merci bien, Monsieur le Président. Cet article est un article important qui a été introduit par le groupe MODEM. Il vise effectivement une trajectoire pour interdire les rejets. C'est pour moi essentiel dans le sens où beaucoup d'industriels utilisent les PFAS, ils sont joueurs malgré eux. Et ils utilisent les PFAS sans forcément le savoir. Donc avoir une trajectoire pour interdire le rejet est pour moi très important. Il faut savoir que les industriels ont bien conscience de cette problématique. Et il y a déjà 2850 industriels qui ont contrôlé leur rejet dans les eaux. Et c'est important effectivement que ce travail se poursuive. On peut tout à fait supprimer ces rejets. On a l'exemple effectivement d'Arkema dans le Rhône où il y a eu une trajectoire pareille sur 2 ans pour stopper les rejets, et au bout de 2 ans, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'évidemment qu'il n'y a plus de rejets et qu'eux-mêmes ont anticipé en changeant leur process de fabrication et en n'utilisant plus le PFAS qu'ils utilisaient. Donc la trajectoire pour interdire ces rejets est très importante et il faudra poursuivre ce travail. Je vous remercie. Merci. Je vous propose que nous finissions la discussion sur l'article et nous ferons ensuite, à la demande de Madame la Présidente de la Commission, une suspension de séance on verra le temps. Donc, Monsieur Brosse a demandé la parole. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, donc, grâce au groupe MODEM, l'article 1er bis de cette loi marque une avancée significative dans la lutte contre la contamination au PFAS. Ces polluants éternels dévastateurs pour l'environnement. Il introduit une obligation de surveillance renforcée dans les rejets en imposant des mesures plus strictes aux industriels et en garantissant une meilleure transparence pour les collectivités et les citoyens. C'est un objectif qui est clair, identifier les sources de pollution, responsabiliser les acteurs concernés et limiter l'exposition des populations.
Ce dispositif s'appuie sur des dispositifs de contrôle réguliers, une obligation de déclaration avec des seuils d'alerte plus bas pour anticiper plutôt que subir. C'est une avancée nécessaire pour protéger nos ressources en eau et répondre aux attentes limitées de nos concitoyens. On en parlera un petit peu plus tard dans un autre texte de cette niche écologiste. Il reste encore du chemin à parcourir, mais cet article est un premier pas essentiel vers une réglementation plus rigoureuse et une action efficace contre ces substances toxiques. Merci. Merci, M. Brosse. M. Di Filippo, vous avez la parole. Voilà, alors ces PFAS se retrouvent dans l'eau, mais aussi dans l'air, dans l'atmosphère que nous respirons. Décidément, ils sont vraiment partout. On les a même dans le corps, puisque certains PFAS seraient responsables de problèmes de fertilité, de développement du fœtus ou encore de l'apparition de cancer. Au fil des amendements, les députés tentent de mettre en place un bouclier anti-PFAS. Monsieur Roseren. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais retirer cet amendement, mais je voudrais vraiment vous alerter, Madame la Ministre et le gouvernement, sur le financement de ces associations style Atmo, entre autres Auvergne-Rhône-Alpes, à qui on demande de plus en plus de nouvelles mesures sur des nouveaux polluants et qui malheureusement ont un mode de financement qui n'est aujourd'hui plus adapté. Et donc c'est pour cette raison, si on pouvait en parallèle en 2025 travailler sur un nouveau mode de financement de ces associations qui permettrait pour avoir de nouveaux financements à partir de 2026. Je retire cet amendement. Merci. Mes chers collègues, cet amendement vise à instaurer un arrêt progressif des émissions atmosphériques des PFAS provenant des installations industrielles pour protéger durablement la santé et l'environnement. Nous sommes face à un enjeu majeur de santé publique. Les PFAS ne se limitent pas au rejet dans l'eau, mais ils sont aussi présents dans l'air que nous respirons. Mon territoire est fortement touché par la pollution de l'air, ce qui motive pleinement mon signal d'alerte. Bien que la situation de la qualité de l'air s'améliore, nous constatons chaque jour les effets sur la santé et la qualité de vie de nos habitants. L'air est un vecteur de contamination majeur et il est essentiel que cette question soit pleinement intégrée dans nos politiques, que ce soit sur des mesures de ces nouveaux polluants, de prévention et de réduction des pollutions. Merci. Merci, M. Rosen. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, vous soulevez un sujet, on en a parlé, qui est important, notamment sur les rejets dans l'air. Et pour les rejets atmosphériques, sachez qu'il y a une campagne qui va commencer en 2025, qui va s'étaler jusqu'en 2028 auprès de certains ICPE, notamment un travail commence à être fait par Atmo, l'Agence de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes, vous le savez peut-être. Et là, il est vraiment indispensable d'arriver à développer des techniques de mesure qui sont fiables et de pouvoir aussi accréditer des laboratoires qui vont pouvoir vraiment mesurer les rejets atmosphériques de PFAS. C'est un sujet important et on soutiendra évidemment tout de suite. Ça va être un chantier qui est devant nous pour ensuite envisager une trajectoire. Mais en attendant, mon avis est défavorable. Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député Roseren je vous cherche des yeux, voilà. Merci, Monsieur le député Roseren de poser une excellente question. C'est effectivement notre capacité de mesure des PFAS et de certains PFAS, puisqu'il s'agit évidemment de suivre ceux qui sont problématiques dans la qualité de l'air. Vous le savez, le plan qui a été lancé en 2023 par le gouvernement et complété en 2024 prévoit de faire ces mesures dans un délai de 3 ans, enfin jusqu'en 2028, et en commençant par les incinérateurs de déchets dangereux et en progressant pour prendre la mesure des sites qui ont des émissions dans l'air. Il y a très peu de laboratoires et de méthodologies disponibles en Europe. C'est ça qui nous freine. Et donc, c'est pour ça que je vous ferai une proposition de retrait de votre amendement. Mais croyez bien que je prends ce sujet très au sérieux, que nous allons avancer aussi pour avoir un degré de maturité supérieur, comme nous l'avons fait l'année dernière en prenant la mesure des rejets dans l'eau. Et c'est pour cette raison que je me permets de vous demander ce retrait. Monsieur Roseren.
Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais retirer cet amendement, mais je voudrais vraiment vous alerter, Madame la Ministre et le gouvernement, sur le financement de ces associations style Atmo, entre autres Auvergne-Rhône-Alpes, à qui on demande de plus en plus de nouvelles mesures sur des nouveaux polluants et qui malheureusement ont un mode de financement qui n'est aujourd'hui plus adapté. Et donc c'est pour cette raison, si on pouvait en parallèle en 2025 travailler sur un nouveau mode de financement de ces associations qui permettrait pour avoir de nouveaux financements à partir de 2026. Je retire cet amendement. Merci. Merci. Je crois que la démonstration, elle a été faite, qu'il faut avancer et avancer vite. Juste une petite réflexion très rapide sur les propos de M. Meurant tout à l'heure, parce qu'ils étaient effarants. Il a dit ce sont des polluants, on le sait, mais bon, blablabla, blablabla, blablabla. Il a fait une blague qui n'a pas fait rire grand monde. Mais ce sont des polluants. Donc, ce sont des polluants. Donc, notre responsabilité, c'est d'appliquer tout simplement le principe de précaution pour les citoyens. Après une matinée de débat dans un esprit de consensus et de compromis, malgré quelques échanges assez vifs, vous l'avez vu, eh bien c'est l'heure du vote sur cette proposition de loi historique. Il y a une façon, je trouve, intelligente, pas consensuelle, mais transpartisane en tout cas, d'avancer sur des sujets concrets de l'écologie. Je crois aussi que nous voterons avec plaisir ce texte, parce que le débat de ce matin a mis en lumière l'escroquerie intellectuelle de l'extrême droite. Je ne vais pas perdre plus de temps à répondre à votre mythomanie pathologique. Moi, je suis député, je ne suis pas psychiatre. Et je ne suis pas non plus un curé défroqué qui n'a que la morale de gauche, gauchisante, toujours la même. Notre groupe votera à une large majorité pour ce texte. Convaincu qu'il apporte une réponse adaptée pour réduire à la source d'exposition et les risques sanitaires liés au PFAS, nous voterons en faveur de ce texte. Et oui, bien sûr, nous n'adhérerons pas à Europe Écologie Les Verts. Nous sommes horizon et de droite et nous assumons. Et enfin, merci, chers collègues. Merci, cher Nicolas. Merci, cher Nicolas, d'avoir tenu bon et accepté cette première étape raisonnée. Merci. Merci. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 289, exprimé 282, 142 de majorité. Pour 231, contre 51. Monsieur le rapporteur, la proposition de loi est adoptée. Monsieur le rapporteur. Adopter donc la proposition de loi pour protéger la population contre les PFAS, ces substances per- et polyfluoroalkylées qui nous envahissent, qui sont partout dans l'environnement. C'est la fin d'un long chemin législatif et le soulagement pour le rapporteur qui travaillait sur le dossier depuis plus de 2 ans. Merci tout d'abord aux députés de tous les bancs qui ont soutenu cette PPL. Et l'adoption de cette proposition de loi, c'est en effet le fruit du travail de 2 ans et demi de travail sans relâche, durant lesquels on a dû surmonter beaucoup d'obstacles, de résistances, d'arguments également fallacieux, construits artificiellement par un certain nombre de lobbies industriels. Mais vraiment, je veux dire que si cette victoire politique et parlementaire est devenue, contre toute attente, une réalité, c'est avant toute chose grâce à la volonté sans faille de la coalition scientifique, avec des scientifiques justement comme Pierre Labadie, des ONG comme Génération Future, Notre Affaire à tous, la Ligue contre le cancer, de syndicats comme la CGT, ou d'activistes en premier lieu comme Camille Etienne qui est avec nous aujourd'hui, et d'élus qui ont travaillé dans un objectif commun. J'oublie pas non plus le travail des journalistes d'investigation qui ont eu un rôle absolument déterminant dans la prise de conscience collective autour de l'extrême danger des polluants éternels. Et je veux aussi avoir un mot pour ma formidable équipe parlementaire. Anne-Sophie Lahey, Oriane Pénaud et Jérôme Moisset, qui ont comme moi consacré 2 ans de leur vie et qu'ils aient conscience du rôle absolument fondamental qu'ils ont joué. Et je me tourne évidemment vers mon groupe politique, écologiste et social, qui a fait le choix 2 années de suite de placer les polluants éternels en priorité dans la niche parlementaire. Et c'est bien leur soutien sans faille et celui du groupe écologiste au Sénat qui a permis de rendre possible cette première victoire contre un des plus grands scandales sanitaires du XXIe siècle. Et je finis en vous disant que cette victoire, avec celle-ci, qu'on vient de remporter, on vient briser un silence. Parce que derrière l'explosion de la courbe des maladies chroniques et des cancers, il y a des vies et des familles.
et qui, en plus de souffrir dans leur chair, elles subissent un déni collectif autour de la contamination de notre environnement. Et pour elles, on doit continuer le combat. Merci beaucoup. La loi pour protéger la population des risques liés au PFAS a été promulguée le 27 février 2025 et publiée au JO du 28 février 2025. La fin d'une bataille, mais aussi le début d'une autre, puisqu'il reste de nombreux PFAS qui sont là dans l'environnement. Peut-être une autre loi arrivera-t-elle pour tenter de nous faire rêver d'un monde sans PFAS. C'est pas pour demain, mais peut-être pour bientôt. On se retrouve très vite sur LCP pour un autre épisode des Grands Débats.